depuis 1527, Paris est redevenu la capitale du royaume, mais après 1525, après Pavie, il y a une volonté du roi de France de réinstaurer son autorité. Quoi de mieux que de reprendre la ville capitale et de réinstaurer le roi à l'intérieur de ses murs. Sauf que pendant des années, tous les châteaux et toutes les demeures royales n'ont pas été entretenus. Et donc il a fallu tout un mouvement de construction, de reconstruction et voire d'agrandissement, puisque la cour aussi avait augmenté pendant ce temps, dans le même temps. Et donc il y a forcément tous ces châteaux que François Ier va bâtir ou restaurer ou agrandir. Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, le Louvre et la construction aussi de Villers-Cotterêts ou de Compiègne, c'est-à-dire tous ces châteaux qui sont autour de Paris et qui font que finalement c'est pas un luxe du roi, c'est simplement parce que dans la logique de l'époque, le roi doit vivre du sien et donc de ses terres et très vite on épuise les terres et donc on les change. Voilà. Et Vincennes, comme le château de Madrid à l'extérieur de Paris, qui sera aussi une construction de François Ier, permet les chasses. À Paris on ne peut pas chasser, on ne peut pas donc nourrir officiellement dans l'idéal même du devoir du roi dans sa famille, de nourrir sa famille. Et les chasses de Vincennes sont extrêmement réputées, ont toujours été réputées. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on est un bon roi parce qu'on est un roi vainqueur, un roi guerrier. À partir de la deuxième moitié du XVIIe, eh bien, si on a fait la paix, si on a protégé davantage son peuple, si on a fait un bon roi justicier, si on a été économe, on est dans des figures comme ça emblématiques, humaines, économes, et qui sont finalement bonnes pour la société ou tel qu'on conçoit le bonheur dans cette société. Jusqu'au milieu du XVIIe, c'est pas ça du tout. L'important, c'est qu'on ait un roi vainqueur, un roi chrétien, un roi qui sache protéger les frontières et qui soit prêt à donner sa vie, comme le peuple de France, pour protéger le royaume. Alors déjà, quand on fait la guerre, c'est pour faire la paix. Et en général, si on fait la guerre, c'est parce que la paix précédente ne nous convenait pas. Et donc on va faire la guerre pour justement corriger cette paix, pour qu'elle soit mieux encore et pour qu'on soit forcément dans une puissance supérieure. Évidemment, les autres pensent exactement la même chose. Ce qui fait qu'on est dans un état de guerre, j'allais dire presque permanent, que si les temps de paix sont finalement des temps pour se restaurer financièrement et humainement pour préparer l'autre guerre, ces guerres continuelles sont liées toujours à des histoires de territoire, à des histoires d'héritage, à des histoires de droit. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un roi de France, quand il arrive et qu'il devient roi, quand il se fait sacrer, il est dans l'obligation à la fois de préserver l'Église, de préserver les différents états de son royaume dans la population, mais aussi de préserver ses frontières, voire même de l'agrandir. Et donc ça fait partie d'un devoir d'un roi de France, d'augmenter sa puissance territoriale et sa puissance gouvernementale. Et par conséquent, comme tous les mariages sont faits en général avec des arrière-pensées territoriales, souvent quand l'épouse meurt et que les enfants récupèrent les droits du père et de la mère, le père c'est forcément le royaume de France, mais la mère c'est un duché, c'est un comté et forcément il y a des réclamations. Et ça permet aussi une politique expansionniste, de justifier cette politique impérialiste et expansionniste qui a toujours été faite, puisque la France était une petite chose et puis qui a peu à peu grandi dans un royaume assez intéressant pour l'époque, c'est-à-dire le plus grand royaume unifié sous une même autorité. Et pour Henri II, bien évidemment, l'idée, lui, c'était de reprendre les ambitions territoriales, au moins depuis la fin de la guerre de 100 ans, et c'est de Charles VIII, c'est-à-dire les droits en Italie sur le royaume de Naples, sur le royaume de Milan, sur le duché de Milan, pardon, depuis Louis XII, et puis la seigneurie de Gênes qui s'était donnée, redonnée, écartée de la France régulièrement. Bon, hop, on la prend aussi, celle-là. Et puis aussi d'autres territoires. Et là, il y a ces conquêtes de Toul, de Verdun, de Metz, qui n'ont l'air de rien aujourd'hui sur le plan géographique, mais qui étaient importantes parce que pour les impériaux, ce qu'on appelle des boulangeries, c'est-à-dire que c'était des villes sur lesquelles on pouvait concentrer l'alimentaire pour toutes les armées et permettre aux armées du coup d'avancer un peu plus, notamment vers Paris. Paris prise, le royaume tombait forcément, ou en tout cas était largement endommagé. Il n'y avait qu'à se souvenir justement des Anglais un siècle plus tôt, quand ils avaient pris la capitale et obligé Charles VII à aller sur les bords de Loire et donc pratiquement à diviser la France en deux. Ça,
toutes les théories d'un certain Lemaire de Belge qui va dire que finalement le premier roi gaulois est un des fils de Japhet, on descend carrément de Noé, et que ce sont les Gaulois qui, après avoir conquis la Gaule et fait leur royaume en Gaule, puis après conquis l'Italie et après aller jusqu'à Troie, ont fondé Troie, et ce sont les Troyens, c'est-à-dire les Gaulois, qui sont venus après chez nous. Et donc finalement, tout ça c'est un même peuple, et tout ça, et tout ce territoire-là, les rois de France ont le droit de le conquérir. Cette conquête territoriale, elle est un peu quand même sèche. Elle manque un peu d'ambition, elle manque de spiritualité, elle manque d'humanité, elle manque de générosité. Et bien là, si on fait la guerre et des conquêtes, c'est pour le bien de l'humanité, c'est-à-dire en grosso modo, convertir le monde entier à la religion chrétienne, qui est la vraie foi, et notamment au XVIe siècle, la foi catholique, puisqu'il y a déjà des nuances entre protestants et catholiques qui se deviennent de plus en plus puissantes, et pour permettre au Christ de revenir sur terre et de rétablir cet âge d'or premier que l'homme dont l'homme a été déchu, et qu'il peut, grâce à son courage et grâce à Dieu, qui lui permet de pardonner ses péchés originels qui ont taché tous les peuples depuis la chute, justement, de pardonner et de revenir à cet âge d'or et à ce paradis terrestre. Alors l'ordre de Saint-Michel, il a été fait, comme tous les ordres de chevalerie, pour se faire d'abord une clientèle. Et cet ordre va être en fin de compte un objet honorifique qui va à la fois rassembler autour du roi une communauté de gens fidèles qui vont avoir des commandements, qui vont avoir une autorité, qui vont bénéficier aussi de ces commandements, c'est-à-dire financièrement, puisque ça rapporte de l'argent, faire la guerre. Et cet ordre de Saint-Michel aurait pu rester comme une sorte d'objet honorifique, sauf que Saint-Michel avait fait des miracles pour les rois de France depuis Charles VII, avait fait aussi, ils étaient apparus à Jeanne d'Arc, avait permis au roi de France de gagner la guerre contre les Anglais, une guerre de plus de 100 ans, et ça c'est pas rien. Par conséquent, Saint-Michel est devenu aussi un protecteur de la monarchie, voire des rois de France. Henri II va passer le pas et va se présenter comme le Saint-Michel terrestre et comme celui qui finalement est le bras de Dieu, celui qui va terrasser toutes les hérésies et permettre finalement par lui, par son action, d'installer cette paix sur terre. C'est une lettre, mais on appelle ça des chiffres. Donc c'est le H qui représente Henri, et bien 2, c'est 2 dés qui se collent l'un au l'autre et puis qui rappellent aussi son emblème qui est un croissant de lune. Ce croissant de lune, c'est un emblème qu'Henri II prend dès qu'il arrive dauphin. Comme la lune reçoit la lumière du soleil, le soleil étant Dieu ou la religion ou la papauté, eh bien l'idée qu'on est un croissant, c'est-à-dire qu'en gros on a tout pour progresser un jour. Et donc l'idée du dauphin, c'était je suis un croissant, ma lumière vient de Dieu, et quand je serai roi, eh ben ce temps-là, la lune sera pleine. Et donc j'aurai toute ma lumière. Dans cette idéologie du dernier empereur, il était au départ, justement, comme le croissant est au départ de la progression avant de devenir plein, de la lune croissant avant de devenir pleine plutôt, et bien là il était au départ de son règne et au départ de son action. Et puis en se disant qu'un jour, quand il aura fini son action, c'est-à-dire quand il aura pacifié le monde et mis ce monde sous la religion chrétienne, ben là la lune sera ronde et que la lumière de Dieu éclairera forcément cette lune qui incarne la progression et le règne et tout le chemin à parcourir du règne d'Henri II. Ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, les rois de France sont une image générique. C'est-à-dire, en gros, c'est un type avec un manteau, un sceptre, une main de justice et une couronne. Sur les pièces de monnaie, ça va durer jusqu'au début du XVIe siècle. Louis XII va être le premier à mettre son portrait sur ce qu'on appelle des testons, c'est un type de monnaie, et François Ier va prolonger ça. Mais on n'est pas dans des portraits extrêmement caractéristiques. Par contre, il y a un emblème, et on va toujours l'accentuer, c'est le nez. Le nez plus fluide de Louis XII, un nez plus impressionnant de François Ier. C'est-à-dire que le nez va caractériser un visage qui est pas forcément bien défini, mais qui, par cette identification d'un nez, eh bien, va permettre l'identification d'un individu. Même si, et c'est là qui est intéressant, c'est qu'à partir du règne d'Henri II, on va avoir quand même des portraits de plus en plus identifiants. Et que la notion du portrait sur le vif, c'est-à-dire la réalité, va être de plus en plus constante dans tous ces portraits. Ça, c'est tout le travail des dessins de Jean Clouet et puis après de François Clouet, qui sont des dessins personnels, qui ne sont pas destinés au grand public, mais qui, par la gravure après et par la peinture et la diffusion de ces œuvres, eh ben, va permettre après une identification beaucoup plus personnelle de l'individu. Même si, toujours, et dans tous les portraits, vous le verrez, jusqu'au XVIIIe, eh bien, il y a toujours une idée de forcer un petit peu le nez.